Hey bonjour tout le monde, c'est Geekency, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo choix processeur. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous cherchez à choisir votre processeur pour votre config en fonction de votre besoin, etc. Ou alors que vous êtes un peu perdu sur qu'est-ce que c'est un cœur, qu'est-ce que c'est la fréquence, etc. Aujourd'hui on va tout détailler dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike et à vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo je vais la séparer en 4 points. Le premier, Intel ou AMD, parce que oui, je suis un peu obligé de revenir dessus au début de la vidéo. En deuxième point, les performances, on abordera tout ce qui est notion de cœur, fréquence, cache, etc. En troisième, l'utilisation et le budget. Et en quatrième point, les compatibilités système. Bon allez, on commence avec la partie Intel ou AMD. Alors, avant tout, je tenais à éclaircir ce point parce qu'il est clair qu'on va pas aborder la même chose en fonction d'une marque ou l'autre. Et je vais essayer de vous donner ici une tendance à suivre pour le choix de votre processeur. Même si voilà, ça dépend à chaque fois de plein de paramètres, des préférences des fois de certains. Et certains seront sûrement pas d'accord avec moi, mais bon. Je pense que pour une config supérieure à 900 € uniquement pour du jeu vidéo, je vous conseillerais de partir sur Intel. Pour une config à plus de 2500 €, là aussi, je vous conseillerais de partir chez Intel. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui est stream, montage ou petite config, budget, gamer, etc., je vous conseille de partir sur du AMD. Pour être plus précis, il faudrait voir chaque processeur en fonction de chaque utilisation, en fonction de chaque carte graphique, etc. Mais bon, ça fait beaucoup à faire pour une vidéo. Et allez, deuxième partie, tout de suite, on passe sur les performances. On va essayer d'essayer de résumer au plus simple, voilà, pour les novices, donc on va pas plonger dans les détails non plus. Je remercierai ceux qui sont bien calés là-dessus d'être assez indulgents. On va se baser ici du coup sur seulement 4 paramètres, les cœurs, la fréquence, l'overclocking et la mémoire cache. Et on commence avec les cœurs. Alors les cœurs, il faut savoir que c'est des sortes d'unités de calcul, parce qu'un cœur ne peut réaliser qu'un calcul à la fois, même s'il le fait très vite. Voilà, il y a une liste d'attente en gros et les calculs s'effectuent à la chaîne. Et donc ce système là, ça ne permet pas de traiter plusieurs informations en même temps si on a qu'un seul cœur. Et donc vous doutez bien que si on a 2 cœurs par exemple, on pourra traiter 2 informations en simultané. Et si on a 8 cœurs, on pourra en traiter 8. Et ça c'est très utile dans le multitâche, comme par exemple le stream, ainsi que les tâches très lourdes, comme par exemple le montage vidéo ou la modélisation 3D. Cependant, tous les jeux vidéo n'exploitent pas tous les cœurs de votre processeur. Si par exemple vous avez un processeur 16 cœurs, il est fort probable que la plupart des jeux vidéo n'exploitent pas vos 16 cœurs. Donc il peut être intéressant de vous renseigner en fonction de votre jeu vidéo préféré sur les benchmarks de votre processeur avec votre carte graphique. Et voilà, aujourd'hui on a une norme minimum de 4 cœurs sur les processeurs. Un processeur 2 cœurs, franchement, ça fait pas beaucoup du tout. Certains l'auront peut-être remarqué, on voit aussi l'appellation thread juste derrière cœur. Donc par exemple 4 cœurs, 8 threads. Ça s'appelle l'hyperthreading chez Intel, ou de nom un peu moins stylé chez AMD, le SMT. Ça consiste en gros à partir d'un cœur physique à simuler 2 cœurs qu'on appelle des cœurs logiques. Eux vont pouvoir potentiellement travailler aussi en simultané. Là on peut gagner un peu en perf. Alors on double pas les perfs parce qu'on a 2 cœurs logiques par rapport à un cœur physique, mais on peut gagner jusqu'à 20% de performance, ce qui est quand même pas négligeable. Maintenant on passe à la fréquence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un cœur effectue ses calculs un par un. Il va les effectuer à une certaine vitesse et cette vitesse va être définie par la fréquence. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, le cycle qui suit, ça s'appelle le cycle d'horloge. D'ailleurs pour ceux qui ont bien suivi les cours de physique-chimie, les hertz à la base c'est une unité faite pour mesurer le nombre de choses, nombre d'apparitions, etc. par seconde, et donc voilà, là ça fait le nombre d'instructions qu'il peut traiter à la seconde. Donc par exemple un processeur qui est lancé à 3 GHz traitera plus d'informations à la seconde qu'un processeur à 2 GHz. Et en plus de ça, et ce qui est pas négligeable, certains processeurs disposent d'une possibilité d'avoir un boost de fréquence nativement, c'est-à-dire que s'il y en a besoin et si les conditions de refroidissement le permettent, il peut dépasser, par exemple un processeur qui est cadencé à 3.4 peut monter à 3.6, 3.7 ou voire 3.8. Sachez en tout cas qu'il faut pas tout miser sur l'un ou sur l'autre, il faut trouver un juste équilibre, car certains logiciels s'en sortiront mieux avec un processeur 6 cœurs cadencé à 3.2 GHz, comme d'autres s'en sortiront mieux avec un processeur 4 cœurs cadencé à 4.5 GHz. On passe maintenant à la partie overclocking. Si vous êtes totalement novice, je pense que ça vous concerne pas trop, mais si jamais vous souhaitez approfondir un peu le sujet, ouais, c'est toujours intéressant d'en prendre compte avant. Ça consiste tout simplement quand vous avez un processeur qui sort d'usine qui doit être cadencé à 3.4 GHz, à via le BIOS de votre carte mère passer un peu cette fréquence qui d'usine est mise sur le processeur pour par exemple monter à 3.6 GHz. Donc globalement c'est pas compliqué si vous avez un PC bien refroidi ou même avec le ventirad d'origine de chez AMD, c'est franchement faisable. Par contre si vous faites ça n'importe comment, c'est possible d'avoir des gros dysfonctionnements, donc je vous conseille de ne pas le faire si vous vous renseignez pas un minimum derrière. Et enfin la mémoire cache, c'est une mémoire en plusieurs étages, donc c'est-à-dire L1, L2, L3, après vous vous attarderez pas vraiment dessus, vous intéressez pas vraiment beaucoup au PC, et vous utilisez juste cette vidéo pour le choix de votre config. Mais voilà, ce sont des mémoires extrêmement rapides, par exemple la L1 est plus rapide que la L3, et vous le savez peut-être, voilà, dans le PC on a le HDD par exemple qui fait pour les informations plutôt lentes, après certains mettent un SSD pour le système ou juste pour les SSD, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Ensuite il y a la RAM pour les calculs, les traitements, les informations, etc. beaucoup plus rapide, et encore au-dessus il y a les mémoires cache du processeur. Elles permettent donc de stocker les instructions nécessaires au programme en cours d'exécution, et grosso modo plus vous en avez mieux c'est. Troisième partie, le budget et l'utilisation. Comme tout composant, le choix du processeur il va être associé à votre budget. En effet on en trouve à partir de quelques dizaines d'euros jusqu'à quelques milliers. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans le cas de vouloir acheter un processeur à 4-5 000 €, mais bon, on sait
jamais. Mais le budget accordé à votre processeur sur votre budget total va beaucoup varier en fonction de votre utilisation et je pense que vous vous en doutiez un peu. Je vais ici vous montrer 3 exemples principaux de budget processeur basés sur le ratio processeur carte graphique. Par exemple en bureautique, ça va être le processeur qui prime. Vous pouvez même prendre un APU, c'est-à-dire un processeur avec une partie graphique intégrée. Je n'ai pas parlé avant parce qu'en général ça va vraiment s'associer au cas d'un processeur bureautique, mais certains processeurs ont une petite carte graphique intégrée qui va vous permettre de faire tourner des logiciels, etc. Même certains jeux pour les plus gros. Et donc ils sont nommés G chez AMD, par exemple le 2200G, ou même tous les processeurs Intel disposent de ça. Voilà, et pour un PC bureautique ou même du tout petit jeu vidéo, ça suffit amplement. Mais voilà, sinon vous pouvez attribuer 60% du budget au processeur et 40% à la carte graphique. Voilà, ça sera en fonction de votre budget total. En jeu vidéo, le processeur représentera environ 33% de votre budget, c'est-à-dire qu'en général on met 2 fois plus pour la carte graphique que pour le processeur. Et pour tout ce qui va être création, montage, modélisation, etc., on essaye de faire un ratio à peu près 50-50. Et d'ailleurs en fonction des logiciels, c'est pour ça que j'ai dit que c'était très spécifique, Intel peut être privilégié à AMD, je pense notamment à la suite Adobe. Et enfin, quatrième partie, la compatibilité système. Alors même si en général on choisit le processeur en premier, peut arriver que certaines fois on ait certains composants autres avant, comme par exemple la carte mère. Et dans ce cas, il faut bien vérifier que le processeur soit compatible avec le reste de notre config avant de l'acheter. Tout d'abord, il faut que le socket de la carte mère et du processeur soit le même. Par exemple, un socket 1151 pour la carte mère chez Intel et un socket 1151 pour le processeur, toujours chez Intel. Encore un socket AM4 chez AMD pour un processeur socket AM4. De plus, le chipset doit correspondre ainsi que la mise à jour BIOS qui suit. Par exemple, un Ryzen 2000 ne sera pas compatible forcément avec une carte mère A320M sans mise à jour BIOS. C'est un peu complexe et si vous vous y retrouvez pas vraiment, je vous conseille de faire avec le config automatique pour le choix de votre carte mère. Mais en gros, chaque chipset propose de nouvelles options avec le processeur, c'est un peu compliqué et d'année en année, on a des chipsets qui évoluent et des nouveaux processeurs qui évoluent aussi. Donc des fois, les anciens chipsets, même avec le même socket, peuvent ne pas être compatibles sans mise à jour du BIOS, donc qui est le BIOS, le logiciel de votre carte mère en gros, avec les processeurs qui sont eux sortis après. Et des fois, ces mises à jour BIOS ne sortent jamais d'ailleurs. Et si le processeur est trop éloigné de la génération du chipset, des fois il se peut qu'il soit jamais compatible. Donc voilà, renseignez-vous bien de ce côté. Un processeur peut avoir aussi ses limites niveau fréquence de RAM, etc. En général, de nos jours, ça pose pas vraiment de problème, mais pour les anciennes générations, c'est possible qu'il y ait des limites de ce côté-là. Donc dans ces cas-là, c'est pas dramatique. Si votre RAM est à 3200 MHz et que votre processeur supporte que 3000, votre RAM va en gros se faire brider à 3000. Si vous êtes chez AMD et que vous choisissez un APU, vérifiez bien que votre carte mère propose une sortie HDMI ou VGA en fonction de ce que vous préférez, ou même DVI-D. Voilà, ça peut arriver que certaines n'en proposent pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike. J'espère avoir pu en aider certains. Voilà, franchement, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter à les mettre en commentaire. À me rejoindre sur Twitter, Instagram, le lien est juste en description. À vous abonner à la chaîne YouTube et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.